Comment ça va YouTube? Il y a pas longtemps, je parlais avec mon ami Super Séro et je me suis dit mais ce serait tellement intéressant de vous donner des conseils sur si jamais un jour vous devenez séropo, qu'est-ce que c'est bon de savoir. Donc du coup, je vous introduis mon ami Super Séro. Présente-toi, qui es-tu? Bonjour. Salut, ça va? Oui, j'ai pas autant d'énergie que toi, moi. Ouais, je parle de VIH. Donc du coup, je t'ai fait venir sur la chaîne parce que j'avais envie un peu d'aborder le sujet de la sérologie positive. Je sais même pas si ça se dit bien comme ça, mais bref, je voulais aborder ce sujet-là. Mais n'étant pas séropositif, je me suis dit que la personne la plus apte, ce serait quelqu'un qui est expert dans le domaine, et c'est toi. Je suis désolé, mais c'est toi. Donc du coup, on va parler un peu de quels conseils on pourrait donner à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est séropo. En expliquant ces conseils-là, peut-être permettre de dédramatiser les gens qui ont peur de ça, tout simplement. Connaissez-vous Fugue Magazine? Non? Je vais vous présenter ça. En gros, c'est un magazine qui existe depuis 40 ans au Québec et c'est un magazine LGBTQ+. Donc, soit vous pouvez le trouver à Montréal ou dans le Québec en physique, comme ça, soit sur le site web qui est accessible dans le monde entier. Et du coup, dessus, vous pourrez découvrir des entrevues, des dossiers, l'actualité LGBTQ dans le monde entier et plein d'autres choses. Mes vidéos, par exemple, mes chroniques. Enfin bref, voilà. Allez faire un tour, je vous mets tout en barre d'infos. Et sur ce, bonne vidéo! Donc du coup, quel serait ton premier conseil à donner? Je pense que le premier conseil, c'est souvent en fait au tout début, tu as plein d'émotions qui partent un peu dans tous les sens. Il peut y avoir parfois un sentiment de culpabilité ou de colère du type est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de la faute de l'autre? Et encore quand on sait d'où ça vient. Et ça, en fait, c'est l'un des pièges dans lequel il ne faut pas tomber. Je pense que très rapidement, il faut se rendre compte qu'il y a de quoi être fier d'être une personne vivant avec le VIH, que être séropositif, c'est pas simplement vivre avec le VIH, c'est être surtout dépisté. Et être dépisté, c'est prendre un traitement, c'est briser une chaîne de transmission. Si l'épidémie elle continue, c'est parce qu'il n'y a pas de dépistage. Donc si on sait qu'on est positif, c'est qu'on a fait un dépistage, c'est qu'on est un acteur ou une actrice du frein de l'épidémie. Donc c'est le premier conseil, c'est vraiment d'être fier, d'être une personne qui participe à arrêter l'épidémie. Alors je trouve que pour ma part, ce qui a pris beaucoup de place, c'est la réaction de l'entourage. Moi j'en ai parlé dès le début, j'en ai parlé ouvertement sans problème et je me suis rendu compte que ça posait problème à beaucoup de personnes et je me suis laissé envahir. Mais c'est facile de se laisser envahir, surtout quand on est seul. Il y a plein de personnes vivant avec le VIH, elles sont dépistées, elles n'ont jamais rencontré d'autres personnes séropositives de leur vie. En tant que personne LGBT, je me rends compte à quel point déjà c'est compliqué de se déconstruire quand on est une personne concernée, même quand on a accès à une communauté. Alors quand on est tout seul, en fait, on n'a que le retour des personnes qui ne sont pas concernées. Donc avoir sa légitimité, c'est assez compliqué. Moi, il m'a vraiment fallu, je pense, au bas mot, entre 8 et 10 ans pour gagner ma légitimité. De commencer les réseaux, tu vois, et de rencontrer plein de personnes vivant avec le VIH, je me rends compte que les questions que me posaient, on se les posait tous, plus ou moins, qu'on avait plus ou moins la même expérience avec la discrimination, et d'un coup, ça te donne vraiment un axe complètement différent. Tu te rends compte que ce qui est problématique, c'est pas toi, mais c'est la réaction des gens, c'est la méconnaissance de certaines personnes. L'a priori, tu as plein de personnes qui veulent parler à notre place et nous expliquer les choses à notre place, et quand tu es tout seul, c'est compliqué de mettre une limite. Or, quand tu te rends compte que tu as une communauté, et que cette communauté est d'accord avec toi, c'est plus facile de top, quoi. Et du coup, quel serait ton deuxième conseil? C'est très concret, c'est le rapport avec l'infectiologue. Je pense que pour beaucoup de personnes vivant avec le VIH, c'est pas ce qui revient souvent. Si t'as jamais eu de maladie chronique avant, ou que t'as pas, alors le VIH c'est pas une maladie chronique, c'est une infection chronique. Mais si t'as jamais été suivi pour une maladie chronique, un handicap, peu importe, et que c'est ton premier rapport avec l'hôpital ou avec les médecins, t'as un peu l'impression que tu lui dois quelque chose à ton infectiologue et que presque il faut le remercier ou la remercier d'être là. Non, pas du tout. C'est leur métier, on leur doit rien, c'est eux qui nous doivent un suivi. Donc déjà, se sentir bien avec son infectio. Et si on se sent pas bien, changer, pas hésiter à changer. Et s'il faut changer une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, tant qu'on peut, jusqu'à trouver le ou la bonne infectiologue. Je dirais que pour les personnes, pour les femmes, c'est peut-être plus évident d'avoir une infectiologue femme. Pour les personnes qui désirent avoir des enfants ou qui peuvent porter des enfants, avoir un infectiologue qui peut pas porter un enfant, il y a plein de sujets qui va peut-être pas venir naturellement. Je veux dire, comme un gynécologue, c'est peut-être mieux d'avoir un gynécologue qui est une femme, je pense. Souvent, on pose des questions dans les premières consultations et on a un peu honte de les reposer parce qu'on n'a peut-être pas compris la réponse, parce que le médecin n'était pas forcément très clair. Pas hésiter à faire répéter, ils sont là pour ça.
pas hésiter à reposer les questions, même si c'est 10 fois pour être sûr que si on veut en parler à nos parents, bah, on peut très bien prendre rendez-vous avec nos parents pour que le médecin en parle aussi à nos parents. Pareil pour un début de relation. Donc voilà, c'est le rapport avec l'infectiologue. On n'est pas obligé de rester à l'hôpital. C'est-à-dire que si on voit notre infectio à l'hosto et qu'on ne se sent pas à l'aise d'aller à l'hôpital, etc., on peut consulter en ville. Donc se rediriger vers des infectiologues en ville, quoi, libéraux. Ah, c'est marrant parce que tu vois, j'aurais pas pensé à aller à l'hôpital pour ça. Moi, je serais plutôt allé voir mon médecin directement. Je serais pas allé voir un infectiologue en fait. Si ton médecin il n'est pas infectio, il va te rediriger généralement vers un infectio à l'hôpital, quoi. Troisième conseil. J'aime bien, je suis en train d'animer ça comme si c'était une vidéo hyper légère sur un sujet hyper léger, alors que pas du tout. Non, ça va, bon, franchement, ça va. Ouais, ça. Se réapproprier les choses. Il y a 2 choses qu'il faut se réapproprier, c'est son rapport avec le VIH et son traitement, et se réapproprier de l'histoire. Encore une fois, la solitude, c'est compliqué, on a l'impression qu'on est seul contre le monde entier, donc ne pas hésiter à aller s'informer sur c'est quoi cette histoire de virus, comment ça a commencé. On se rendra vite compte qu'en fait tout a avancé grâce aux personnes vivant avec le VIH, donc encore une fois, on se rend compte que on a de quoi être fier et que c'est notre héritage, c'est-à-dire que les personnes qui ont été infectées il y a 20 ans, 30 ans, il y a 40 ans, on connaît peut-être pas cette époque-là, mais en tout cas tout ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, on n'était pas là, mais c'est notre héritage, donc on est légitime. S'informer sur comment fonctionne le traitement, comment fonctionne le virus, plus on va se réapproprier et s'investir là-dedans, plus on aura l'impression que le traitement c'est pas celui de notre médecin, c'est le nôtre, que le virus c'est pas celui de notre médecin, c'est le nôtre. Et du coup on peut aussi l'appréhender. Tu vois, j'ai plein de personnes vivant avec le VIH, potes, qui m'ont donné. Alors moi, j'ai toujours dit que mon VIH était un peu comme un Goa'uld. Un Goa'uld. Stargate. J'ai d'autres amis qui me disaient, moi, c'est un colocataire qui est très timide et qui est très très discret. J'ai un ami qui avait dit aussi que apprendre sa séropositivité, ça avait fait de lui un phénix. Ça l'avait complètement consumé au départ, comme si en fait on avait tout détruit de lui et qu'en fait il a réappris à renaître beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, beaucoup plus vivant, beaucoup plus voilà. Donc se réapproprier les choses et pas hésiter à se les réapproprier de manière positive. Et surtout que l'histoire du HIV et de l'époque du sida est super intéressante à suivre au niveau de l'évolution, des traitements, des combats. C'était vraiment une époque qui était dure et qui est hyper intéressante. Je rencontre beaucoup de gens qui ont la cinquantaine, soixantaine, qui ont vécu ces années-là dans les années 90. C'est touchant, c'est vraiment touchant, donc ça mérite à être plus connu parce que vraiment ça a un instant de l'histoire pour le milieu gay qui est quand même, enfin pour le milieu LGBT qui est quand même assez incroyable. Enfin. Et il y a des films aussi qu'on connaît pas trop que je trouve, on parle toujours de Hit the Scene. Moi je trouve que Hit the Scene c'est trash, c'est très orienté encore une fois sur la communauté gay, c'est très orienté sur la sexualité, c'est très orienté sur moi je trouve que c'est un film qui est violent et qui est un peu pour vendre des places, mais je suis pas sûr qu'il nous fasse du bien en personnes avec le VIH. Moi, les films que je conseillerais, c'est la série Pause, que je trouve qui est incroyable, POSE, qui raconte toute l'histoire de l'épidémie aux États-Unis. Donc, à la fois, tu as des personnes, on a une visibilité des personnes trans, qu'on voit peu, de la communauté racisée, qu'on voit peu aussi dans cette histoire. Les ballrooms aussi. Le ballroom, t'as les Mother, enfin, vraiment, je Pause, et en plus c'est à la fois c'est triste, c'est assez réaliste, mais à la fois tu rigoles aussi beaucoup et tu vois l'évolution scientifique dans le temps. Donc c'est une série qui est top. En termes de documentaire vraiment à voir, qui permet vraiment de saisir, c'est Révolution Sida, qui est vraiment incroyable. American Horror Story avait abordé le sujet aussi dans la saison 11 qui se passe à New York aussi. J'avais trouvé ça hyper smart. Parce qu'au début, tu crois que c'est un film d'horreur et qu'il y a vraiment un tueur qui s'amuse à tuer des gens dans New York. Puis en fait, spoiler alert, en fait, c'est le sida. Genre, j'avais trouvé ça genre vraiment hyper smart comme manière de faire. J'ai eu un peu du mal parce que c'est toujours, quand on parle de VIH, on a toujours cette image, encore une fois, du milieu gay, des backrooms, de la drogue, des partouzes, du BDSM, enfin du BDSM, mais c'est même pas du BDSM qu'on fait chez les gays, peu importe. Mais c'est un truc que j'ai trop vu et que j'ai l'impression que moi j'ai besoin de m'en détacher, j'ai besoin de voir des femmes hétérosexuelles, des hommes hétérosexuels séropositifs, de voir des femmes séropos, de voir des personnes trans séropos, en fait de voir autre chose que des hommes blancs gays. Surtout que moi, ce qui m'a aidé beaucoup à me déconstruire, c'est pas tant les personnes homosexuelles chez les personnes vivant avec le VIH, parce que quand on est séropo,
et homosexuels, on rencontre aussi beaucoup de sérophobie du côté de la communauté homosexuelle, donc on ne se sent pas forcément safe, disons. Bah, c'est rencontrer d'autres personnes séropositives qui sont en dehors de la communauté, notamment des femmes, des personnes racisées, des personnes trans, des personnes hétérosexuelles. M'a permis vraiment de comprendre que ma communauté, c'était pas, voilà, c'était pas que les hommes blancs. Non, non, c'est là que tu vois que ça touche bah, tout le monde en fait. Bon, alors, conseil suivant. Ouais. Le conseil 4, c'est d'arrêter de se poser cette putain de question de est-ce qu'il faut que je le dise ou pas. Oui, la fameuse. Vraiment, ouais, je pense que c'est un truc qui nous pourrit la vie dès le départ et qui peut rester dans notre tête pendant des années. Moi, j'ai mis très longtemps à éclaircir vraiment, à être au clair avec cette question. Parce qu'au début, je disais oui, il faut le dire. Pas tant parce que j'estimais que c'était nécessaire, mais parce que j'estimais que j'avais un entourage qui était au courant. J'avais comme un sentiment d'obligation de me dire il faut que j'en parle pour pouvoir déconstruire et pour pouvoir informer. Alors que non, t'es pas obligé de le dire, genre c'est perso. Non, mais t'as des personnes qui vont se dire oui, il faut que je le dise parce que c'est une question de transparence, de pas mentir, etc. Alors c'est ni une question de transparence, ni de mentir ou de vérité, c'est notre vie privée, du moment qu'on est traité, que c'est pas transmissible, ça n'a plus aucun rapport avec la sexualité. Donc c'est-à-dire que j'ai autant besoin de dire que j'ai le VIH en faisant l'amour à quelqu'un qu'en allant au restaurant avec quelqu'un. Dans les deux cas, le risque est nul, donc ça n'a aucun rapport. C'est un coming out, donc j'en parle à qui je veux, quand je veux, la manière dont je le souhaite, à mon rythme. Il n'y a pas de bonne manière de faire un coming out ou de mauvaise manière. La manière dont on le fait, c'est la manière dont on a besoin de le faire au moment. La réponse est ni oui ni non, c'est ce que je veux quand je veux. Et ça peut changer. Il y a des périodes où je peux très bien vouloir en parler plusieurs fois, ouvertement. Il y a des périodes où j'ai très bien changé, me dire voilà, j'ai plus envie d'en parler. Enfin voilà, on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. Sur les personnes séropositives, ce qui est un peu douloureux, enfin pour ma part, c'est que soit je rencontrais des personnes qui ne voulaient pas avoir de rapport avec moi parce que j'étais une personne séropositive, vraiment cette fois c'était le rejet complet, soit des personnes ah génial t'es séropo, on va pouvoir coucher son capote. Let's go. Tu vois, il y a une sorte de fétichisation et de dire mais la personne séropositive c'est une personne, quoi, et que c'est pas parce que j'ai le VIH, je peux pas le transmettre. Effectivement, je peux pas me surinfecter parce que j'ai comme une protection, comme la PrEP, que bah voilà, un rapport non protégé, c'est un rapport qu'il faut qu'il soit consenti. Et que ce qu'il faut respecter, voilà, c'est le consentement. Quand une personne séropositive qui est traitée veut mettre un préservatif, c'est pas forcément parce qu'elle a peur de transmettre le VIH, c'est parce qu'elle a peut-être pas envie de se choper une syphilis ou une chlamydia. C'est pas open bar, quoi, tu vois. Cinquième conseil de super séro. C'est le plus simple, mais c'est le plus important, c'est vivre. C'est ne pas vivre comme avant, mais vivre mieux qu'avant. Vraiment, c'est différent. On peut pas vivre comme avant. C'est-à-dire quand on apprend qu'on a le VIH, il y a un traumatisme, il y a quelque chose qui change. Donc on peut pas vivre comme avant. Par contre, je pense qu'on peut apprendre à vivre mieux. C'est-à-dire à vivre de manière plus forte, à faire le tri. Souvent, c'est le choc pour certaines. Alors, des personnes qui sont très informées, elles n'ont pas le choc, elles sont très informées, ça leur arrive, tu vois, ça se passe, la vie elle continue, c'est top. Je pense que c'est plus facile pour les nouvelles générations quand elles sont informées. Comment dire, quand on apprend sa séropositivité, ça peut rester un choc. Parfois, c'est un choc qu'on nie aussi, où on fait genre non, non, je m'en fous. Et en fait, on met ça dans un coin et puis on n'en parle jamais. Et puis, j'ai des personnes séropositives, tu vois, qui m'ont dit ah, j'étais la première personne à qui j'en parle, mais ça m'a jamais posé aucun problème. Ok. Par la personne, c'est que tu sens quand même, tu vois, qu'il y a quelque chose où tu sens que voilà, qu'il y a bien de la sérophobie quelque part. Bon, j'ai des personnes qui m'ont dit même, tu vois, j'ai jamais connu de sérophobie, j'ai jamais été. Et quand tu parles, que tu cherches un peu, mais t'es sûr, tes parents, tes amis, etc. Ah oui, bonjour, on m'a dit bon, ça te sidaïque, oui, mais bon, ça va. T'es sûr, tu vois. C'est que je pense qu'on se blinde. Parfois au départ on se blinde, et comme l'homophobie, même moi pendant longtemps j'ai dit que j'avais jamais vraiment été victime d'homophobie, il m'a fallu des années pour me rendre compte que c'était une connerie en fait en me disant ça. Mais vivre mieux, c'est aussi voilà, c'est pas arrêter de faire la fête, pas arrêter de faire l'amour. Alors je pense qu'au début c'est peut-être un peu compliqué, il faut respecter son temps et son rythme, mais il faut vivre, quoi. Il faut faire la fête, il faut pas s'empêcher de faire, tu vois, faire l'apéro comme avant. On va pas conseiller à une personne séropositive de boire et se mettre une torche, tu vois. Mais souvent, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été soulagés de l'avoir, entre guillemets, parce qu'ils avaient plus peur de l'avoir, en fait. Ils avaient plus cette peur de tout le temps, quand en allant faire les tests, d'apprendre d'être séropo, la peur de coucher avec quelqu'un, etc. Ils m'ont dit que cette peur s'en va. Je pense qu'on le porte en nous. Quand on est homosexuel, on porte en nous le fait qu'on a vécu l'homophobie, en plus à une époque où c'était culturel, social. C'est-à-dire que l'homophobie, c'était, tu vois, tout le monde s'en balançait, quoi.
Et puis c'était ce qu'on nous avait raconté, hein, ah, t'es PD, bah, tu vas mourir du sida, quoi. Ouais. Et c'était parfois même aussi l'annonce qui était compliquée aux parents quand on voulait faire un coming out, de ah, mais ma mère, elle a peur que je meure du sida, tu vois. Donc c'est un truc, je pense, qu'on nous a intégré, tu vois, à l'intérieur. Donc en fait, quand t'es homosexuel, quand t'es hétéro, tu fais gaffe pour pas faire de gosses si t'en veux pas. Et c'est Et un nous, on fait sujet. attention à pas être sérophobe. Et nous, on fait gaffe à pas crever du sida, quoi. Donc voilà, je vous invite les gens à retrouver les réseaux de Super Séro bah, dans les commentaires ou dans ma bio, dans la description. Hein? Attends, j'ai pas fini. J'ai mon bouquin qui ressort. J'ai un bouquin là, mon bouquin qui sort là dans un mois. Eh, t'avais droit à une seule pub, on a dit. Non, je rigole, parle-nous de ton... Bah oui, carrément, on parle de ton livre, on l'a dit. Mon bouquin qui sort en 2e édition aux éditions Améthyste dans un mois, qui est le Petit Dico des Super Séros, qui sera Amazon Culture à la Fnac. Wesh. Et je monte un festival avec l'association Shams à Paris le 10 mai. Alors, il y aura des restas internationaux et tout. Il se fout de ma gueule parce que j'ai dit resta. Diol. Tu sais comment je sais que t'as passé la trentaine? Pourquoi? Les restas, Joule. Elle dit plus resta? Bah, le verlan tout court.